lorsque le chef d'état-major Aviv Kochavi convoque la presse lors d'une visite sur le plateau du Golan et annonce que Tsahal continuera de répondre avec sévérité contre toute présence militaire iranienne sur le front nord, il semble bel et bien que nous aurons très prochainement la réponse de tels propos. En attendant, plusieurs jours après l'élimination de Mohsen Fakhrizadeh, le père du nucléaire militaire iranien, la grande question reste encore en suspens. Est-ce que Téhéran gardera le silence jusqu'à l'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain ou demandera à ses proxys, les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban, de répondre à cette élimination? Téhéran menace donc de se venger et la réponse de Jérusalem, mais surtout de l'armée, a été quasi immédiate. Bonsoir Océane Nicole. Bonsoir Mathias, tout à fait. C'est en effet le chef d'état-major de l'armée, Aviv Kochavi, qui s'est chargé de répondre à sa manière à Téhéran. Et une réponse très claire, très simple. Israël continuera de se défendre à toute menace à ses frontières, donc que ce soit dans le sud, mais aussi dans le nord du pays. Des propos tenus justement lors d'un déplacement à la frontière avec la Syrie, sur le plateau du Golan, où il est allé rencontrer les officiers du front nord. Je le cite, regardez, notre message est sans équivoque. Nous continuerons à agir avec autant de force que nécessaire contre le retranchement iranien en Syrie et nous resterons prêts à contrer toute agression à notre égard. Le message est donc extrêmement clair, Mathias. Tsahal n'a pas peur des menaces iraniennes et d'ailleurs le fait qu'Aviv Kochavi se soit justement rendu à cette frontière avec la Syrie, eh bien ça montre que la position d'Israël reste la même, sauf qu'en effet, après des raids dont Jérusalem a endossé la responsabilité, d'autres lui ayant été attribués, eh bien la tension monte ici clairement d'un cran. Et dans le même temps, Océane, le commandant de la force Quds, s'est rendu à Beyrouth et appelle le Hezbollah à la retenue. Tout à fait, un entretien secret donc entre Ismaël Qani et Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Et l'objectif, c'est en effet de demander à l'organisation terroriste d'éviter de mener une action militaire contre Israël qui pourrait profiter pour lancer un conflit plus large dans la région. Tels sont les termes employés par le commandant de la force Al-Quds, qui se serait aussi entretenu avec des responsables politiques et militaires du Hezbollah, selon des sources libanaises. De leur côté, des responsables du Hezbollah assurent qu'ils ne veulent pas aller vers une confrontation directe avec Israël. Donc on a d'un côté Téhéran qui martèle publiquement que l'Iran est prête à se venger de la mort de son scientifique nucléaire, mais de l'autre, eh bien, en coulisses, on attend finalement la fin du mandat de Donald Trump et l'investiture de Joe Biden dans quelques semaines à la fin du mois de janvier, à moins qu'en effet les proxys de l'Iran ne soient pas contraints de répondre à sa place. Merci Océane Nicole, à la semaine prochaine. Je vous propose à présent d'écouter un témoignage rare et exclusif pour le magazine Défense sur i24 News. Un opposant au régime des Mollahs qui réside en Iran a accepté pour nous de revenir sur l'élimination de Mohsen Fakhrizadeh et sur le chaos qui règne au cœur même des gardiens de la Révolution. Écoutez ce témoignage exclusif. Les systèmes de l'organisation de renseignement des gardiens de la Révolution ont été piratés. L'équipe d'élimination a eu accès à toutes les informations de la cible, quand ils étaient en mouvement, où ils se rendaient. Cette équipe savait exactement quand la cible arriverait dans la zone vendredi, proche de sa villa, par quels moyens ils se déplaçaient, par qui ils étaient accompagnés, qui étaient les agents de sécurité. Je voulais aborder deux choses. Concernant la première affaire, ils sont arrivés et ont éliminé le numéro 2 d'Al-Qaïda. Et maintenant, ils ont éliminé Fakhrizadeh. Que se passera-t-il ensuite? Où cela nous mènera-t-il? Et, en ce qui concerne la dernière élimination, j'ai reçu des informations selon lesquelles des hauts responsables des gardiens de la Révolution avaient été arrêtés. Et le ministère du Renseignement continue de mener à d'autres arrestations. Ils ont même arrêté les voisins de Fakhrizadeh. Disons que quiconque lui a déjà dit bonjour dans la rue a été arrêté. J'ai du mal à comprendre comment tout cela va finir. Concernant les arrestations, j'ai reçu des informations selon lesquelles ils avaient arrêté des officiers supérieurs des gardiens de la Révolution, Zahed Ali et Khelizada. Ils ont même emmené leurs femmes et leurs jeunes enfants lors de l'arrestation. Des innocents ont été arrêtés. Comme ils n'ont pas compris comment cela leur est tombé dessus, ils ont arrêté tout le monde. Ils n'ont aucune honte. Ils ne font même pas confiance à leur propre peuple.
Et le premier invité de Défense, Mishka Ben David, vous étiez avec nous il y a quelques jours de cela. Vous êtes l'ancien commandant de l'unité du service action du Mossad et vous nous expliquez il y a 15 jours comment le service action justement que vous dirigiez à l'époque montait une opération d'élimination. Inutile de préciser que vous ne saviez pas ce qui allait se passer en Iran vendredi dernier, mais à l'heure actuelle, deux versions s'opposent. Un commando entraîné de 5 à 12 tireurs face à des tirs d'une voiture téléguidée. Pour vous, vous choisissez laquelle ? Il est évident que j'aurais choisi l'option de la voiture téléguidée, c'est la plus ingénieuse. Il est possible qu'elle soit moins précise, qu'il y ait des problèmes techniques, mais elle est sans conteste beaucoup moins dangereuse pour les agents au sol. Contrairement à ce qui a été décrit par plusieurs dizaines de personnes engagées dans la recherche, la filature et l'attaque elle-même, sans aucun doute, j'aurais choisi une attaque à distance. L'Iran affirme d'ailleurs que les armes utilisées étaient de confection israélienne. Et pourtant, ce n'est pas un secret, les douilles ne sont pas censées être intraçables, sans marque, normalement, chez les services secrets ? Premièrement, je ne prendrai pas pour argent comptant tout ce que disent les Iraniens. Ils ont un intérêt à incriminer Israël. À partir du principe que c'est Israël qui a perpétré cette attaque, Israël dispose d'armes sophistiquées, mais je ne savais pas qu'Israël disposait ou produisait des balles de calibre 0,5, des mitraillettes de précision capables de tirer à cette distance. C'est la même chose concernant les douilles, mais je ne pense pas que ce soit des détails importants. Mishka Ben David, un ancien haut responsable de la CIA, m'a déclaré, d'ailleurs que vous connaissez parfaitement et pour des raisons de sécurité, on ne dira pas son nom, qui a travaillé avec vous, a déclaré que seuls les Israéliens en étaient capables. Vous lui répondez quoi ? Tout d'abord, seul un petit groupe de pays est capable de mener une opération aussi délicate, propre et efficace. Israël en fait partie. Je ne pense pas que les États-Unis ne soient pas à même de mener une telle mission. Si on s'arrête un instant sur les détails, tout ce qu'il faut pour mener une attaque à distance à partir d'une voiture téléguidée, c'est choisir un endroit précis où le dispositif sera utilisé dans le parcours de la cible, positionner un explosif qui ralentira le convoi. C'est une capacité stratégique très judicieuse, mais je ne pense pas que les services actions de la CIA, de la DGSE ou du MI6 britannique ne sont pas capables d'actionner le système ou de conduire une telle mission. Je vous explique, vous déployez une voiture piégée dotée d'une caméra qui filme le parcours du convoi et envoie l'image en temps réel à une équipe à distance qui va appuyer sur un bouton pour actionner la charge explosive et qu'ensuite, une fois le convoi arrêté, vous prenez en main les joysticks comme un enfant qui jouerait à Fortnite pour pointer l'arme qui se trouve dans une deuxième voiture en direction de la cible, en l'occurrence de Mohsen Fakhrizadeh, et que vous appuyez sur la gâchette, le tout diffusé en direct vers un pays ou vers une ambassade à Téhéran où se trouvent ces fameuses personnes qui vont appuyer sur la gâchette. L'idée est géniale et ingénieuse, mais son application n'est pas réalisable que par le Mossad. Vous disiez également dans notre précédente interview que les services secrets, pas seulement israéliens, formaient des étrangers, les renvoyaient dans leur pays d'origine. Est-ce que vous pouvez expliquer comme si le scénario était déjà écrit à l'avance ? Il suffit de connaître les détails et de faire preuve d'imagination. 40% de la population en Iran n'est pas perse, ce sont des Turkmènes et des Azéris. On peut aisément penser qu'il est plus facile de recruter des opposants ou des personnes qui ne sont pas perses, mais qui bénéficient de liberté de mouvement en Iran et les entraîner pour qu'ils mènent toute la mission ou une partie d'entre elles. Ça semble tellement simple quand on vous entend. Dernière question, Mishka Ben David. L'élimination de l'ancien numéro 2 d'Al-Qaïda en août, celle du père du nucléaire militaire iranien vendredi. Pour vous, c'est une réussite 100% des services ou il y a une brèche dans les passes d'Aran? Et ça sera deux questions en une finalement. À chaque fois qu'il y a une mission qui se termine, parce que Fakhrizadeh était déjà dans le viseur du Mossad en 2006, est-ce qu'il y en a une autre déjà qui se prépare, qui est déjà dans les tuyaux?
Mais je dois vous dire qu'il y a plus d'une personne dans le viseur. Plusieurs ingénieurs nucléaires iraniens ont été éliminés au cours des 10 dernières années. Je ne sais pas d'ailleurs par qui, mais il semble que l'État qui souhaite empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, je précise que ce ne sont pas seulement Israël et les États-Unis, mais aussi l'Arabie saoudite et certains pays en Europe, suivent de près le développement du programme nucléaire de l'Iran et de ses capacités militaires et disposent d'une liste de noms déjà connus. Ce n'est pas parce que le numéro 1 de cette liste est éliminé que le nouveau numéro 1 est dans le viseur. Il est fort possible que les numéros 4, 7 et 9 dans la liste soient éliminés et que le nouveau numéro 1 le soit dans un deuxième temps. Il y a une réflexion très ordonnée sur la manière dont cette élimination va ralentir le programme nucléaire iranien et c'est en fonction de cela que la décision particulièrement réfléchie est prise pour savoir qui et quand éliminer. Car une telle mission est chère en termes d'agents utilisés, de temps passé à la préparer, de dangers encourus. C'est pour cela que de telles missions ne sont pas automatiques et qu'il faut bien réfléchir à la cible qui, une fois éliminée, va sensiblement ralentir le programme nucléaire iranien. Tout un programme. Merci Mishka Ben David, ancien commandant des renseignements des opérations spéciales du Mossad. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Retour donc sur toutes les éliminations ciblées qui ont marqué la région. Anna Papiashvili, on en parle juste après. La mort brutale de Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme le père du programme nucléaire iranien ce vendredi près de Téhéran, s'ajoute à la liste des assassinats ciblés non revendiqués. Quelques mois auparavant, en plein cœur de Téhéran, c'est Abou Mohamed Al-Masri, numéro 2 d'Al-Qaïda, qui est assassiné le 7 août dernier. Il aurait été abattu en Iran lors d'une mission secrète commanditée par Washington et exécutée par des agents israéliens. Une information non commentée, ni par l'administration américaine, ni par le gouvernement israélien. Silence radio du côté d'Al-Qaïda également. Plusieurs scientifiques iraniens spécialisés dans le domaine nucléaire ont été assassinés ces dernières années. Le 11 janvier 2012, le scientifique Mostafa Hamadi Roshan, travaillant sur le site de Natanz, dont il était le vice-directeur pour les affaires commerciales, est tué lors de l'explosion d'une bombe magnétique placée sur sa voiture dans l'est de Téhéran. Le 23 juillet 2011, le scientifique Dariush Reza Enejad, travaillant sur des projets du ministère de la Défense, est tué par balle par des inconnus à moto à Téhéran. Le 12 janvier 2010, le physicien nucléaire Massoud Al-Mohammadi meurt après l'explosion d'une moto piégée devant son domicile à Téhéran. Le 29 novembre de la même année, Majid Shahriari, fondateur de la société nucléaire d'Iran et chargé d'un des grands projets de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, est tué à Téhéran par l'explosion d'une bombe placée contre sa voiture à l'aide d'un aimant. Du côté iranien, ces assassinats sont systématiquement attribués à Israël et à son allié américain. Ramin Parham, écrivain iranien, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans Défense. Mishka Ben David vient donc de déclarer qu'il était plus simple de recruter des opposants en Iran qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Écoutez, Mathias, c'est une société profondément meurtrie. C'est une société qui sort d'une révolution longue de 40 ans, de la plus longue guerre conventionnelle entre États du siècle dernier. C'est une société qui a été profondément ébranlée dans ses fondements spirituels. C'est une société qui a subi et qui subit encore les pires sanctions de toute l'histoire contemporaine. Les pires. Dans une telle société comme dans l'Allemagne d'après 1918-1919, tout au long des années 20 jusque dans les années 30, avec les conséquences que l'on sait, vous avez une société meurtrie où effectivement il est plus aisé de faire un certain nombre de choses. C'est pour cela, selon vous, qu'il y a des failles au cœur même des gardiens de la Révolution ? C'est lié, mais ce n'est pas la seule raison. Parce que, souvenez-vous, Mathias, début des années 80, l'une des plus grandes affaires
d'opérations spéciales ou d'espionnage, on disait à l'époque, du siècle, qui avait contribué également à l'arrivée de Gorbatchev et la chute finale du communisme. C'était l'affaire Vetrov, un colonel du KGB dans l'un des départements les plus sensibles, qui, en échange de rien, et depuis son lieu de travail et de résidence, avait fourni à l'Occident, via son intermédiaire français, des dossiers extrêmement sensibles. Mais est-ce que cela veut dire, par ricochet, Ramin Paran, que cela peut pousser les gardiens de la Révolution à prendre le contrôle de l'arène politique, ce que la constitution même de la Révolution islamique l'en empêche? Oui, non, la Constitution, c'est un peu comme l'islam lui-même. Il y a tout et son contraire. Hein. Et donc, il n'y a rien, à ce que je sache, qui empêche explicitement les gardiens de la Révolution de se présenter, par exemple, pour les prochaines élections. Et comme je le disais il y a plusieurs mois, au mois de mai dernier, dans le Jérusalem Post, chez vous, Mathias, il n'y a pas d'autre issue qu'une coalition militaire technocratique pour sortir de la révolution islamique de manière contrôlée. Parce que la manière non contrôlée, c'est le chaos général. C'est ni dans votre intérêt, ni dans notre intérêt. Il faut que ce soit contrôlé. Et il y a une chose qui est également aussi certaine, il n'y aura aucune paix, aucune stabilité en Iran, sans l'Iran et sans une garantie de la sécurité de l'Iran. Oui, mais cela veut dire quoi? Les gardiens de la Révolution, chefs de l'arène politique, Winston Churchill parlait de début de la fin. Est-ce qu'on n'a pas tendance à enterrer trop vite les gardiens de la Révolution? Peut-être, mais ça serait une erreur. Il ne faut pas oublier que les gardiens de la Révolution, d'abord, ce n'est pas un corps aussi homogène que l'on pourrait penser. Vous avez des éléments qui sont notoirement corrompus. Eux-mêmes sont corrompus, leurs femmes sont corrompues, leurs familles sont corrompues, leurs enfants sont corrompus. Et vous avez des éléments également qui sont des éléments patriotes et pour qui ce que l'on appelle ici le prestige de l'uniforme signifie quelque chose. Mais cela veut dire quoi? Ça sera ma dernière question et assez rapidement. Pour vous, Ramin Paran, les gardiens de révolution à la tête de l'État, c'est une phase transitoire vers la fin du régime? Oui, c'est exact. C'est une étape, je pense, qui est probable et c'est une étape qui va mener à un démantèlement contrôlé de la révolution et du régime. Écoutez, vous reviendrez quand même à nous en parler d'ici quelques mois. Date des élections présidentielles? Quand vous voulez, Mathias, quand vous voulez. C'est quand la date des élections présidentielles iraniennes? C'est au mois de mai 2021, c'est dans 7 mois et ce sont 7 mois qu'il va falloir observer comme le lait sur le feu. Merci Ramin Paran, écrivain iranien, auteur de Iran, Israël notamment, Jeux de guerre et bien d'autres encore. Vous êtes en train d'ailleurs d'écrire un livre, de terminer votre prochain, vous viendrez nous en parler. Merci à vous. Merci Mathias. Focus à présent sur un changement de stratégie de l'autorité palestinienne. Ramallah serait prête à modifier le versement des salaires officiellement aux prisonniers palestiniens, peut-être pour nouer des contacts avec la future administration Biden, mais peut-être pas forcément à ceux coupables d'attaques terroristes. Océane Nicole, Anna Papiachvili. Vol à l'étalage, délit ou actes terroristes, leurs peines de prison sont diverses et variées. Et pourtant, ces prisonniers ont un point commun. Tous reçoivent un salaire de l'autorité palestinienne. Un versement mensuel, vivement critiqué, qui pourrait cependant être modifié dans les prochaines semaines. À en croire du moins les propos du président de la Commission des affaires des prisonniers de l'autorité palestinienne. Interviewé dans le New York Times, Kadri Aboubakr assure que Ramallah envisagerait de modifier la politique de paiement de salaire aux prisonniers palestiniens, y compris ceux coupables d'attaques terroristes. Les allocations seraient ainsi données en fonction des besoins de la famille du prisonnier et non plus suivant la peine de prison. Le besoin économique doit servir de base. Un homme célibataire ne devrait pas gagner le même salaire que quelqu'un avec une famille.
Une modification, mais pas question pour autant d'annuler ces allocations pourtant très controversées, aussi bien du côté de Jérusalem que du côté de Washington. Et cette dernière décision ne risque pas d'apaiser les tensions. L'autorité palestinienne aurait décidé de recruter des anciens terroristes pour lutter contre le terrorisme. Une stratégie déjà mise en place à la fin des années 90, post-Oslo. Certains d'entre eux avaient même retourné leurs armes contre Israël au cours de la seconde intifada. Le 13 novembre, l'armée marocaine a lancé une opération militaire contre le Polisario, l'organisation indépendantiste du territoire disputé du Sahara occidental, ce que la communauté internationale estime comme une entrave d'un accord de cessez-le-feu vieux de 29 ans. À ce propos, Nabil Alami, bonsoir. Vous êtes ancien directeur de cabinet ministériel au Maroc, chargé des relations avec le Parlement notamment, et nous vous avons demandé de réagir à cette situation, et notamment le fait que Mohamed VI, le roi du Maroc, réitère le soutien du Maroc à la cause palestinienne, je le cite, clé de voûte de toute solution au Proche-Orient. Mais dans le même temps, eh bien, l'ambassadeur de l'autorité palestinienne en Algérie a créé un espèce de couac parce qu'il a dit soutenir le front Polisario. Stratégiquement, où se place aujourd'hui le Maroc ? Écoutez, tout d'abord, je voudrais vous saluer vos téléspectateurs. Nous étions vraiment sidérés par cette position pour le moins hostile aux intérêts suprêmes du Maroc, exprimée par certaines fractions palestiniennes et surtout par cet ambassadeur palestinien en Algérie. D'ailleurs, je voudrais signaler que ce n'est pas la première fois que cette brouille se manifeste, et d'une manière assez brutale. Donc, on était vraiment indignés par ce comportement hostile à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc. C'est vrai que le Maroc, depuis très longtemps et depuis des décennies, n'a cessé de porter un soutien ferme aux Palestiniens, mais dans le cadre, bien sûr, d'un règlement pacifique entre tous les belligérants. Vous connaissez un petit peu le rôle du Maroc dans le règlement du conflit de Proche-Orient, du Moyen-Orient, et le rôle décisif et combien déterminé de feu Sa Majesté Hassan II pour les accords entre Israël, les accords de paix entre Israël et l'Égypte, par exemple. Et donc, le Maroc a fait beaucoup pour les Palestiniens, il a donné beaucoup, et parfois même, je dirais, au détriment de ses intérêts suprêmes. Alors justement, Nabil Alami, si je résume, le Maroc estime être dans son droit face au Polisario, considéré par le Maroc comme une rébellion, mais soutient coûte que coûte la cause palestinienne. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie ? Non, parce que c'est-à-dire que la question du Sahara, l'intégrité territoriale du Maroc, c'est une cause nationale autour de laquelle il y a une unanimité nationale. Par contre, le Maroc, sous la conduite éclairée et la vie de Sa Majesté Mohamed VI, qui lui-même oriente la diplomatie marocaine, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous permet quand même d'avoir une diplomatie constante et crédible. Le Maroc, donc d'un côté, il s'attache fermement à la défense de ses intérêts et de l'intégrité territoriale, de son intégrité territoriale, et en même temps, il soutient, il cherche vraiment un terrain d'entente entre les deux parties, c'est-à-dire israéliens et palestiniens, pour arriver quand même à des solutions justes, lui permettant, c'est-à-dire ces avancées, lui permettant quand même d'aller de l'avant pour essayer un petit peu de normaliser et les relations entre Alors justement, Israël justement, à propos de cette normalisation, les États-Unis négocieraient avec le Maroc une reconnaissance du Sahara occidental, mais en contrepartie demanderaient bien évidemment une reconnaissance d'Israël. Est-ce que, ça sera ma dernière question, Nabil Alami, ce soutien à la cause palestinienne vaut le prix d'un enjeu stratégique, économique et surtout sécuritaire d'une normalisation avec Israël selon vous ?
Le Maroc a toujours dit, donc en toute clarté, que toute normalisation, ou je dirais même officialisation de la normalisation des relations, parce qu'il faut le noter, le Maroc n'a jamais eu de relations conflictuelles ou litigieuses à titre bilatéral avec Israël. Et donc aujourd'hui, le Maroc a des engagements, disons, moraux vis-à-vis des Palestiniens. Il cherche quand même à soutenir les avancées dans les pourparlers entre les deux parties pour pouvoir aller de l'avant pour la normalisation entre les deux pays. Et je pense que là, les bruits qui ont couru il y a quelques mois sur le fait, c'est-à-dire que les États-Unis pourraient reconnaître d'une manière officielle la marocanité du Sahara contre une reconnaissance ou un accord ou une normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Je ne pense pas que le Maroc n'est pas dans ce contexte, c'est-à-dire pour accepter un deal de telle sorte. Surtout que nous, au Maroc, je le répète, nous n'avons pas de problèmes bilatéraux entre nous et Israël. C'est-à-dire que les relations ont toujours été des échanges ont existé depuis très longtemps. Et les relations étaient toujours ouvertes. Mais Merci. Nabil Alami, ancien directeur de cabinet ministériel au Maroc, chargé des relations notamment avec le Parlement. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à la régie, merci à mon équipe, Eric Pascal et Lise Benkemoun. Bonne semaine à tous sur i24 News.